Pour comprendre la tragédie moderne de Jean Anouilh, écrite en 1942, tout d'abord il faut s'arrêter sur le mythe d'Édipe, le roi de Thèbes qui a tué son père Laios et a épousé sa mère Jocaste. Ayant 4 enfants de cette relation incestueuse, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. Des années plus tard, Édipe a appris la vérité de cette relation avec sa mère Jocaste. Il s'est crevé les yeux, il a quitté Thèbes pour mourir après. Jocaste s'est suicidé de désespoir. Les 2 frères disputèrent le pouvoir et finissent par s'entretuer. C'est le frère de Jocaste qui va régner sur Thèbes. Il va décider de consacrer des funérailles grandioses à Éthéocle en le considérant comme un héros national, tout en refusant l'enterrement à Polynice, car il est considéré comme un traître. Alors, c'est là où va commencer l'histoire d'Antigone. Antigone qui va réagir à l'encontre de cette loi dictée par son oncle, le roi Créon. La pièce commence par l'intervention du prologue, dont le rôle est de présenter les personnages, leur portrait physique et moral, leur sort, le résumé de l'histoire, ainsi que les événements qui la précèdent et qui sont essentiels pour comprendre la pièce. Par la suite, le rideau se lève sur une aube grise et livide. Il s'agit de la sortie nocturne d'Antigone, la première fois pour enterrer le cadavre de son frère Polynice et sa confrontation avec sa nourrice qui croyait qu'elle était en rendez-vous d'amour. Puis va apparaître sa sœur Ismène. Ismène qui tente de la convaincre de renoncer à son projet mortel, à savoir l'enterrement du cadavre de Polynice. Mais Antigone s'oppose radicalement en insistant sur son projet qu'il considère comme étant un devoir fraternel indiscutable. L'entrée de la nourrice et son dialogue avec Antigone va nous montrer clairement que l'héroïne cherche le réconfort, la tendresse auprès de sa nounou, comme elle l'appelait, et la supplie de bien prendre soin de sa chienne qui s'appelle Douce. C'est la preuve que l'héroïne se prépare déjà à subir son sort fatal. Ensuite, elle finit par avouer à son fiancé aimant l'impossibilité de leur union, en lui demandant de jurer de ne plus s'interroger sur le pourquoi de cette impossibilité. Le garde Jonas va apprendre par la suite au roi Créon que quelqu'un a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice en laissant une petite pelle près du cadavre. Le roi pensait tout d'abord qu'il s'agit d'une bête, mais la pelle trouvée près du cadavre renvoie à un enfant. Créon finit par comprendre qu'il s'agit des amis de Polynice. Ainsi, il accuse le roi ou bien le garde Jonas d'une négligence. Il le menace de mort si le bruit court dans la ville, c'est-à-dire si on apprend que quelqu'un a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. On assiste après à l'entrée du chœur. Alors c'est un personnage à voix multiples, c'est le porte-parole du dramaturge, le commentateur et le juge de l'histoire jouée. C'est aussi celui qui va apporter l'apaisement total de la ville et la solitude de Créon. Ainsi, le chœur explique la différence entre le drame et la tragédie, qui n'est autre que cette lutte, cet espoir, envie de s'en sortir, d'être sauvé d'un destin inévitable pour le drame. Toutefois, cet espoir n'existe plus dans le cas de la tragédie. Du moment que l'héros ou bien l'héroïne tragique
ne doit que subir son sort inévitable, qui est la mort, et c'est le cas d'Antigone, bien évidemment. Une telle intervention, c'est-à-dire celle du cœur, prépare déjà à l'événement suivant, qui est celui de l'arrestation d'Antigone par les gardes, qui l'ont surprise en flagrant délit, en plein jour, à midi, grattant la terre avec ses deux mains, et la présente devant le roi Créon. Après l'interrogatoire de Créon, il s'est assuré qu'il est la coupable, la première et la deuxième fois. Le roi a écarté les gardes pour rester face à face avec sa nièce, dans le but de la convaincre de rejoindre sa chambre et de dire qu'elle est malade, et c'est à lui de faire disparaître les trois hommes, c'est-à-dire les gardes. C'est à lui de les faire disparaître, c'est-à-dire de les faire mourir. Bien sûr, cette proposition du roi a un seul but, et celui de sauver Antigone d'une mort certaine. Mais l'entêtée, la rebelle, refuse sa proposition, et toute tentative de la sauver est vaine sans résultat. Elle insiste sur son devoir envers son frère, qui doit retrouver, selon elle, le repos. Dans la tirade suivante, le roi Créon explique le comportement opiniâtre d'Antigone par l'orgueil qu'il a hérité de son père Édipe. Édipe, qui loin d'être un roi dévoué totalement pour son métier, il n'est qu'un orgueilleux qui se préoccupe plutôt de sa vie personnelle, selon le roi Créon. Alors, une autre fois, il propose à Antigone de rejoindre sa chambre et de se taire, et c'est à lui de se charger du silence des autres. Mais il se heurte encore à sa détermination et à son obstination, et il veut retourner au cadavre pour le couvrir. Alors, toujours dans le but de sauver Antigone, le roi la paterne et veut faire tout ce qu'il peut pour la sauver, mais il n'a pas réussi à la convaincre. Il se montre violent par la suite en lui expliquant qu'il ne veut plus la laisser mourir pour une histoire de politique. Aussi, il veut la convaincre que ce cadavre de Polynice puant sous les fenêtres de Thèbes est juste pour que l'ordre règne dans Thèbes, ni plus ni moins. Mais, devant l'obstination d'Antigone, le roi était obligé de lui révéler le secret de ses deux frères, Polynice et Éthéocle, qui, malgré que l'un est considéré comme un héros et l'autre tel un traître, en fait, les deux étaient des traîtres, des compagnons de jeu. Il lui explique que Éthéocle aussi a voulu vendre Thèbes au plus offrant. Il a tenté de faire assassiner son père. Alors, c'était par hasard si Éthéocle était considéré tel un héros pour qui on a consacré des funérailles grandioses, et à Polynice on a interdit tout droit funèbre, car après leur entretuement, les deux cadavres des deux frères étaient tellement méconnaissables. Dès lors, après la révélation du secret des deux frères à Antigone, on croyait du premier coup que cette dernière a été convaincue par Créon, car il veut rejoindre sa chambre. Créon la conseille de voir aimant et de se marier vite, tout en commençant son discours à propos du bonheur. Donc ce discours va stimuler la révolte d'Antigone, qui montre son mépris devant la conception du bonheur proposée par Créon, qui essaye de la faire taire, mais en vain. Il devient violent envers la rebelle Antigone, qui se montre apte à subir son destin inévitable. Il lui demande alors d'appeler ses gardes. Ismène apparaît ensuite,
voulant partager le sort de sa sœur et voulant mourir avec elle. Mais les ruines tragiques lui expliquent l'impossibilité d'être comme elle. En fait, elle est unique, typique et prête à mourir pour son devoir fraternel. Créon finit par céder à la demande d'Antigone en appelant ses gardes pour l'emmener. Ensuite va apparaître le cœur qui essaye de convaincre Créon qu'il faut sauver Antigone. Le roi lui explique qu'il ne peut plus la convaincre ou bien la condamner à vivre. Elle est faite pour mourir, rien que pour mourir. Aimon va apparaître par la suite pour la même cause, en suppliant son père de laisser la vie à Antigone. Mais elle lui explique qu'il est impossible de la sauver, du fait que tous les habitants de Thèbes sont au courant de sa transgression. Mais le cœur propose des solutions à Créon, toujours pour sauver la princesse de la mort. Donc il lui propose d'inventer une histoire, de prétendre qu'elle est folle, l'enfermer, la faire fuir. Aimon rappelle à son père qu'il est son fils et qu'il est le roi, il peut tout faire pour la sauver. Mais c'était fini pour Antigone. Personne ne peut la sauver. Maintenant, c'est fini pour elle. Aimon a perdu tout espoir de sauver son amante. Alors il est sorti tel un fou en courant. Le cœur demande à Créon de faire quelque chose, mais il ne peut rien faire. Déjà la foule hurle en envahissant le palais. Antigone demande à ce qu'il ne voie personne ni entendre les cris des habitants de Thèbes. Le roi ordonne de vider le palais en laissant la condamnée, c'est-à-dire Antigone, en la laissant avec l'un des gardes. Et lui demande alors de quelle manière va-t-on la faire mourir. Et lui apprend qu'on va la murer dans un trou. Après, il lui demande d'écrire une lettre à Aimon pour lui demander pardon. Au début, le garde a refusé, mais il finit par accepter en contrepartie, ou bien ayant en contrepartie sa bague en or. C'était une drôle de lettre sans destinataire, car les autres gardes apparaissent pour ramener Antigone vers sa dernière demeure. Le cœur confirme la fin d'Antigone. Puis le messager va apparaître. C'est le narrateur anonyme de l'histoire, la voix du malheur qui va nous raconter les détails de la mort de Aimon et d'Antigone, qui s'est pendue au fil de sa ceinture, et son amant à genoux qui la tient dans ses bras et gémit. Créon tente de relever son fils. Il le supplie, mais Aimon crache au visage de son père et plonge l'épée dans son ventre. Il s'étend contre Antigone. Après, le cœur va apprendre à Créon le troisième malheur, celui du suicide de sa femme, la bonne Eurydice, qui tricote pour les pauvres de Thèbes. Il a mis fin à sa vie après avoir appris la mort de son fils Aimon et en se coupant sa gorge. Le cœur apprend à Créon qu'il est seul maintenant, après le triple mort, celui de son fils, de sa nièce Antigone et de sa femme Eurydice. Mais le roi continue son travail, comme si rien ne s'est passé. Et le cœur apporte l'apaisement triste de la ville après la mort d'Antigone, qui a entraîné celle d'Aimon. Et
celle aussi de la reine Eurydice. Créon alors est seul et doit à son tour attendre la mort. Ainsi l'histoire se termine par les gardes qui jouent aux cartes. Ils sont indifférents envers ces événements tragiques auxquels ils ont assisté. Fin de l'histoire, fin d'Antigone. Merci pour votre attention et à la prochaine.